Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International pour notre programme de ce dimanche 27 octobre. Nous vous invitons à suivre On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Meguang. Floriane Dai, Elisa Dufaux. Pour vous présenter On en parle à Taïwan de cette semaine avec aujourd'hui, encore une fois, des sujets très variés et différents. Oui. Effectivement, donc moi je vais parler de quelqu'un qui s'est plaint de ne pas avoir de petites sandalettes ou pantoufles jetables dans un hôtel en ayant déjà payé très cher la chambre d'hôtel, et donc c'est par rapport en fait à la distribution des produits à usage unique dans les hôtels. D'accord, même si de plus en plus à l'échelle internationale, on déconseille la préparation de ce genre d'objets à usage unique dans les hôtels en fait. Exactement. Oui, Elisa ? Moi, je vais vous parler d'une exposition qui a lieu aux Pays-Bas, mais qui est liée à Taïwan. D'accord. Et de mon côté, je vais vous parler d'un concert qui fait beaucoup parler les Taïwanais, puisque c'était très difficile d'acheter les billets et c'est également le premier concert qui aura lieu dans le Grand Taipei Dome. Alors nous allons commencer par le tourisme peut-être. D'accord. Alors oui, c'est un peu plus complexe que juste le fait de se plaindre qu'il n'y ait pas de pantoufles. Donc c'est quelqu'un qui s'est plaint sur Facebook, sur un groupe Facebook qui s'appelle Baolia Gongshi, donc où il y a 3,4 millions de followers, où les gens se plaignent de choses qui les choquent, un peu tout et n'importe quoi. C'est pas mal de... Ça peut être des mauvaises pratiques d'entreprise, un ascenseur en panne, c'est vraiment très divers, il y a plusieurs publications par heure, donc voilà. Mais ça a été relayé aussi dans l'actualité parce que ça a fait réagir notamment le bureau du tourisme. Et donc en fait le problème c'était pas seulement le fait qu'il n'y ait pas de pantoufles d'intérieur fournies dans une chambre d'hôtel qui coûtait entre 6 et 7 000 $ taïwanais, donc près de 200 € pour une nuit. C'est aussi le fait que il manquait d'oreillers, donc une personne est venue en apporter, et quand la femme de ménage allait enlever ses chaussures, une autre personne qui était là lui a dit non, pas besoin, de toute façon on passe tous avec nos chaussures d'extérieur. Donc ça veut dire que les sols n'étaient pas très propres. Donc la personne a voulu quand même acheter des pantoufles ou en demander à la réception. Et donc on lui a dit que c'était possible d'acheter un kit de produits hygiéniques pour 100 $ taïwanais, donc environ 3 €, qui comprend aussi des pantoufles. Mais dans ce kit, il y a aussi un rasoir, un peigne, une brosse à dents, du fil dentaire, du dentifrice, du shampoing, du gel douche, des cotons-tiges, etc. Tout ça pour 3 €. Tout ça pour 3 €. Donc ça reste un prix très raisonnable. Faible. Mais en ayant déjà payé presque 200 € pour la nuit. Mais on peut aussi se dire que si tu as l'argent pour payer une chambre à 6-7 000 €, à 6-7 000 NT, a priori 100 NT, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Mais aussi, le problème après, c'était que il n'avait pas besoin de tout ça en fait, il avait juste besoin des pantoufles et que tout le reste était donné en kit et c'était pas possible de ne choisir que les produits dont on avait besoin. Oui, c'était. Ah, d'accord. C'est un hôtel à Kending, dans le sud de Taïwan. Ouais. Donc où les pantoufles se vendent dans tous les coins de rue, dans tous les magasins de proximité. Il fallait acheter ça auprès de l'hôtel en fait. Je veux dire, c'est pas quelque chose de très compliqué à Kending pour acheter une paire de pantoufles, quand même. Non, mais du coup, je pense que effectivement, il y a deux choses. Il y a le fait que c'est pas compliqué d'acheter une paire de pantoufles à l'extérieur, mais que quand on va à l'hôtel, de la part de l'hôtel, ce serait bien soit de fournir des pantoufles réutilisables, enfin en plastique, mais qui soient facilement désinfectables, soit de permettre aux gens de n'acheter que les objets dont ils ont besoin, mais pas forcément tout ou rien. Oui, parce que le but de pas donner ces objets, de pas mettre ces objets à disposition, c'est de pas trop polluer avec des produits en plastique à usage unique. Et du coup, oui. À produire plus de déchets. Effectivement. Donc voilà. Non, mais c'est une bonne observation, c'est vrai. Je crois que c'est une pratique assez générale en fait. Je crois que j'ai eu la même expérience à Paris cette fois-ci parce que j'avais usé mon dentifrice. J'avais plus de dentifrice. Et du coup, j'ai demandé si on pouvait m'en donner un. Et du coup, c'était aussi tout un set ensemble avec les brosses à dents, ce genre de choses en fait. Je crois que dans la gestion d'hôtel, c'est plus pratique de fonctionner ainsi par l'ensemble.
que de gérer les choses, des articles individuellement, en fait. Je me demande si c'est pas pour ça. Je pense que c'est ce qu'ils ont expliqué aussi, oui. Parce que en fait, la loi va aussi changer, en tout cas à partir du 1er janvier 2025 à Taïwan, ce sera interdit de proposer des produits de toilette et lotions dans les lieux d'hébergement. Gratuitement. Et en tout cas, ce sera interdit de les disposer dans les chambres d'hôtel. C'est possible de les donner gratuitement, mais à la réception, si les gens en font la demande seulement. Donc là, voilà, ça reste... Donc ça gère pas le problème, en fait, finalement. Ça règle pas le problème. Parce que j'ai déjà vu des hôtels qui mettent tout à l'accueil, en fait, à la réception. Oui. Donc on peut prendre ce qu'on veut. Donc ça veut dire qu'il y a tout de même des choses qui sont produites, qui sont utilisées. Oui, c'est quand même un peu encouragé, quoi. Voilà, donc c'est pas dans les chambres. Ça dépend aussi si ça c'est change pas mis à grand-chose, disposition, en fait. Ou si c'est un peu en retrait. C'est pas en retrait, c'est à côté de la réception. Chaque hôtel peut faire différemment. Donc ça s'appelle encore... Il y a toujours des moyens pour détourner une loi, en fait. Ouais. Donc voilà, l'objectif, c'est de réduire les déchets à la source et de minimiser l'utilisation du plastique, mais il y a encore des adaptations à faire. Et effectivement, la personne, elle disait, j'avais pris ma trousse de toilette, j'avais pris tout ça, mais en apprenant en plus que les gens entrent dans la chambre avec leurs chaussures d'extérieur, n'avaient pas envie d'être pieds nus ou en chaussettes dans cette chambre. Tu rentres toujours dans la chambre avec les chaussures. C'est une fois tu es à l'intérieur, tu changes de chaussures, des chaussons. Mais que le personnel de l'hôtel rentrait aussi oui. passer le personnel de l'hôtel travaille avec des chaussures. Ça, on le sait tous, c'est pas unique à cet hôtel, en fait. Je pense que la personne a simplement raconté ses conditions de travail. On a déjà vu des personnes qui travaillent dans ce genre de service en pantoufles, non. Oui, c'est sûr, les femmes de ménage ne changent pas, mettent pas des pantoufles. Donc, la personne a simplement dit la vérité, en fait. Et donc, je ne vois pas ce qui est... C'est juste que psychologiquement, une fois que tu le sais et que tu te l'imagines, tu trouves que c'est sale. Mais bon, effectivement, c'est partout pareil, quoi. Oui, donc voilà, c'était le débat, mais du coup, ça a fait réagir, ça a fait faire un communiqué de presse... du bureau du tourisme. Ah oui, quand même. Mais oui, cette semaine. Donc voilà, les gens en parlent. Et donc, c'est un sujet dont on parle à Taïwan. Voilà. Et donc, qu'est-ce que disait le communiqué ? Que l'objectif, c'est d'éliminer les déchets à la source dans le cadre de cette tentative de minimiser l'utilisation du plastique et promouvoir un tourisme durable. Après, ils encouragent aussi les hôtels à communiquer ces règles à leurs clients, que ce soit sur les sites internet ou en amont, pour que les gens puissent être préparés. Donc ça, c'était le cas aussi pour cet hôtel, qui n'avait pas forcément... Oui, c'est ça. Il n'y a pas forcément de mauvaises... d'erreurs de la part de l'hôtel. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas forcément mauvais, quelque part, d'après moi. Oui, parce que le pire ce serait passé, c'est que l'hôtel, lui, sort tout un set, ouvre le paquet de tout un set et donne les pantoufles et jette le reste, en fait. Le pire scénario, ce serait ça, en fait, de fournir une paire de pantoufles à l'hôtel. Ouais, je pense que c'est effectivement pas une situation très facile à gérer. Et si... Mais c'est possible d'avoir des pantoufles en plastique réutilisables, quoi, tout simplement, à disposition des clients. Et ça, je pense... Après, on se pose la question si c'est désinfecté. On met un si on se plaint des chaussures qui sont dans la chambre, il y a de quoi se poser des questions sur les pantoufles réutilisées, en fait. Je pense je pense que le mieux, c'est de partir avec ses propres objets, enfin ses propres besoins, en fait. De voyager avec ce dont on a besoin, c'est le plus simple, en fait, je pense. Je suis d'accord. Voilà, donc faites bien votre sac quand vous partez en week-end, en vacances, des dentifrices, des brosses à dents, des pantoufles, des serviettes. Voilà. Elisa, tu veux parler de l'exposition ? Voilà, moi je vais vous parler d'une exposition consacrée aux 38 ans de colonisation néerlandaise à Taïwan, entre 1624 et 1662. Alors d'abord, il faut préciser que cette année, c'est la commémoration des 400 ans de l'arrivée des Néerlandais à Taïwan et du début de la colonisation de l'île. C'est aussi le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Tainan, qui est aussi commémoré cette année avec de nombreuses activités.
puisque la ville a été fondée par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales la même année en tant que base commerciale sous le nom de Fort Zeelandia. Alors, il faut quand même préciser que la région était quand même habitée à la base. Il y avait des gens, des tribus autochtones, avec 11 chefferies, dont certaines sont tombées sous la coupe des Hollandais. Et il y avait aussi une petite population d'immigrants chinois, environ 1500 personnes, qui étaient déjà là. Et ensuite, c'est la Compagnie des Indes orientales qui a encouragé l'immigration de paysans chinois pour pouvoir aider à défricher les terres des régions qui étaient sous contrôle des Hollandais. Voilà. Et 20 ans plus tard, et après avoir battu les Espagnols qui s'étaient établis au nord, les Hollandais ont ensuite perdu face aux loyalistes Ming Koshinga en 1662. Et ensuite, ils ont aussi essayé de reprendre le contrôle, mais ils ont été définitivement battus par des rébellions aborigènes en 1668. Voilà, je pense que c'est intéressant de le dire aussi, parce qu'on prend toujours la date de Koshinga. Et pendant cette période de colonisation hollandaise, y a la population de paysans chinois installés à Taïwan a beaucoup augmenté pour cultiver le riz, le sucre. Et donc c'est une histoire qui n'est pas très longue, mais qui a quand même considérablement changé le destin de Taïwan, en fait, et surtout des autochtones sur place. Et cette exposition dont je voulais vous parler, c'est une exposition intitulée « Once Upon a Time, The Netherlands and Taiwan », qui se penche justement sur des objets d'art et des documents qui retracent l'histoire de ces 38 ans de présence coloniale néerlandaise à Taïwan. Donc c'est une exposition qui a été inaugurée récemment aux Pays-Bas, au célèbre Rijksmuseum à Amsterdam. Je ne sais pas si je le prononce bien. Floriane, peut-être tu pourras m'aider. IJ se prononce EI. Rijksmuseum. On prononce le S ou non du coup? Rijksmuseum. Voilà, c'est difficile. Bref, cette exposition, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. On fait ce qu'on peut. Oui, c'est vrai. C'est le fruit d'un partenariat avec le Centre culturel de Taïwan à Paris, pour marquer justement les 400 ans de l'arrivée des premiers colons néerlandais à Taïwan. Et cette exposition restera accrochée jusqu'au 16 avril. Donc, s'il y a des auditeurs qui prévoient un séjour à Amsterdam, il est possible d'aller voir cette exposition. Voilà, dans ce musée qui est un incontournable d'Amsterdam. L'agence de presse taïwanaise CNA a aussi interviewé le curateur taïwanais des arts chinois au sein du musée, qui a affirmé que les Pays-Bas étaient en train d'explorer, de réfléchir de manière assez active sur son histoire en tant que pays colonisateur. Et que l'exposition était justement liée à cette démarche de justice transitionnelle qui a été enclenchée aussi bien du côté taïwanais que du côté néerlandais. Alors, parmi les pièces qui sont présentées, on a par exemple une caricature du général Ming Zhenchengong, ou Koshinga, qui a battu les Hollandais, et qui est représentée de manière très laide, très négative, avec un sabre, une barbe, des doigts crochus, un éventail, un chapeau chinois, le front dégarni, un peu chauve. Enfin, vraiment, pas du tout à son avantage. Ça date... C'est une peinture qui a été réalisée par un historien néerlandais à la fin du 19e siècle, un certain Johan Huizinga. Mais en tout cas, vraiment, c'est vrai que c'est assez affreux comme caricature. Ça se comprend dans le sens où, puisque c'était une défaite. Oui, tout à fait. Donc, c'est montrer un petit peu... oui. Montrer on va dire, le mauvais caractère par la laideur. Est-ce au moins il a des yeux bridés? En fait, on voit pas trop. On voit pas trop, justement, les yeux. Même pas les yeux. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un cliché, quoi. Et on peut aussi trouver des portraits de responsables néerlandais dont la carrière est liée à Taïwan. On trouve aussi des dessins du Fort Zeelandia réalisés en 1632 ou un dessin de Geelong, ou Keelong, au nord de l'île, qui a été réalisé en 1664. Et l'exposition vise aussi à mettre en dialogue les différentes représentations de Taïwan, les différentes perspectives sur l'île et ses personnages, notamment Zhenchengong, qui est en général à Taïwan représenté de manière très positive, très héroïque, qui est presque divinisé. Ça a changé. Son propre temple à Tainan quand même. Oui, mais il y a beaucoup de temples à Taïwan où on peut le voir. Oui, il est honoré par certaines personnes, mais la justice transitionnelle a fait qu'on réfléchit également. C'est plus... Le manuel d'histoire a changé, en fait, surtout dans les écoles. Oui. En principe, on ne va pas trouver des représentations comme ça, en tout cas.
représentations. Il a quand même sa grande statue sur son cheval. Ouais. Et donc l'exposition vise justement à montrer que l'histoire ne doit pas être orientée d'une seule façon, qu'il faut aussi s'intéresser aux différents points de vue. Et le chef de la représentation de Taïwan aux Pays-Bas, qui a aussi été interrogé par l'agence de presse CNA, a expliqué que la plupart des Néerlandais ne sont pas au courant du fait que les Pays-Bas ont colonisé Taïwan. Et que c'est sans doute dû au fait que y a tellement eu de colonies néerlandaises et que comme Taïwan était seulement colonisé pendant 38 ans, c'est pas énorme. Ils ont colonisé la Chine, une partie de la Chine. Oui, et l'Indonésie pendant beaucoup plus longtemps aussi, donc je pense que les Néerlandais se souviennent beaucoup de ça aussi. Oui, c'est sûr. Notamment, il y a beaucoup d'Indonésiens aux Pays-Bas, donc du coup c'est vraiment une présence qui est plus marquée dans le temps et dont ils sentent plus l'impact dans leur vie de tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de Taïwanais qui se sont... je ne sais pas s'il y a des Taïwanais qui se sont installés à Taïwan. Non, je ne pense pas. Bref. Et du coup, cette exposition vise à montrer que les liens remontent à 400 ans en arrière. Donc, c'est quand même une histoire importante et donc trop peu connue. Et voilà, il y a aussi d'autres événements qui sont organisés tout au long de l'année pour commémorer justement les 400 ans d'histoire, de relations entre les Pays-Bas et Taïwan, et aussi l'anniversaire de la ville de Tainan. Et après cette petite tranche culturelle, nous allons aborder un sujet complètement différent, dans le sens où on va parler de la chanson pop, mais du Taipei-dom et aussi de la vente illégale des billets de concert, en fait. Alors, vous connaissez Taipei-dom, le plus grand stade du nord de Taïwan, avec plus de 40 000 places, en fait. C'est Xiaojudan, c'est ça? Dajudan, qui a été inauguré assez récemment. Oui, en fait, on a voulu construire ce stade lorsque le baseball taïwanais prospérait. Et à l'époque, dans cette région, il y avait un stade de baseball. Mais le problème, c'est que ce n'était pas couvert. Du coup, dès que il y avait la pluie, dès que la saison ne permettait pas, les matchs devaient être suspendus. Et on sait qu'il pleut souvent à Taïwan. Voilà, et du coup, surtout à Taipei. Du coup, les gens ont commencé à se dire pourquoi on ne peut pas faire comme les Japonais, avoir un stade couvert, convenable pour tous les sports, quelles que soient les conditions climatiques. Du coup, Taïwan a commencé ce méga projet. Ça a duré des années avant qu'on décide qu'il y ait un plan à quel endroit pour reconstruire quel genre de stade. Et du coup, c'était en 2007 que le gouvernement a officiellement approuvé ce projet, considéré comme l'une des plus grandes constructions nationales. Et du coup, le tout a commencé. L'objectif, c'était construire un stade, mais avec un centre de shopping, en fait, et aussi des galeries d'alimentation, mais aussi des hôtels. Donc, ça devait se compléter, ça devait être un grand complexe commercial et sportif. Voilà, donc, et du coup, la ville de Taipei a approuvé en fait le plan de construction. Déjà, il y a eu plusieurs plans proposés, et du coup, les travaux ont enfin commencé en 2012, et ça aurait dû être terminé en 2015. Les travaux ont été confiés au groupe Far Glory, qui est un très grand promoteur immobilier de Taïwan, en fait. Mais bon, on s'imagine qu'un projet comme ça en 3 ans, ça semblait quand même... Non, le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu un méga maire de Taipei, Ko Wen-je, arrivé. Donc, l'une des premières choses qu'il a fait... Ko Wen-je. Voilà, parce qu'à Taïwan, ce genre de projet, ça s'appelle BOT, Built and Transferred. C'est-à-dire, on confie au secteur privé de construire et que le secteur privé a le droit de gérer, par exemple, pendant 50 ans, ce projet avant de reconfier au gouvernement. Et donc, le secteur privé doit pas mal financer le projet de construction. Et du coup, Ko Wen-je a listé 5 constructions sous forme de BOT, qu'il jugeait que ça ne pouvait pas ne pas avoir de magouille derrière. Voilà, du coup, il considérait forcément il y a eu des problèmes de corruption pour que le projet soit confié à Far Glory. En tout cas, il a suspendu la construction de ce grand dôme de Taipei, et entre-temps, ça a dû laisser à l'abandon pendant des années, on pourrait se dire, pour dire finalement il n'y avait pas vraiment
C'était pas des problèmes majeurs, en fait, dans ce sens. Et pour final, c'était plus le problème de corruption, mais normes de sécurité irrespectées. En tout cas, il y a eu plein de problèmes autour de ce projet du Grand Dôme jusqu'à ce que... Oui, je crois qu'il y avait par exemple l'espace, il n'y avait pas assez d'espace pour les camions, pour que les camions pompiers viennent, quelque chose comme ça. Toutes sortes. Les espaces d'évacuation aussi n'étaient pas assez grands. Voilà. En tout cas, on a pu enfin inaugurer le stade à la fin de 2023 seulement. Donc, depuis le projet en 2007 jusqu'à 2023, il y a de nombreuses années qui se sont passées. Et donc, le 2 décembre 2023, il y a eu le premier match de baseball. On a choisi le baseball parce qu'à l'origine, c'était prévu pour le baseball, en fait, pour marquer l'inauguration de ce stade. Mais jusqu'à présent, même si au départ, dans la configuration du stade, c'était prévu que ça devait abriter toutes sortes d'activités comme des expositions internationales, des rassemblements ou de foot ou encore des concerts. Mais jusqu'à présent, le Grand Dôme ne peut pas vraiment organiser des concerts puisqu'il n'a pas répondu aux normes de sécurité pour incendie prévues pour les concerts. Parce que les sièges sont aménagés différemment selon les types d'événements, en fait. Et finalement, le tout a été autorisé seulement récemment, je crois il y a quelques mois de ceci. Et Taïwan en a profité, le Parlement en a profité pour organiser le banquet, la soirée de la fête nationale, le 5 octobre 2024. C'est là où Lucinda a prononcé son fameux discours sur l'histoire de la République de Chine est plus longue que celle de la République populaire de Chine. C'était là, en fait. Oui, donc la Chine ne peut pas être la mère patrie de Taïwan. Voilà, donc c'était le 5 octobre. Et par la suite, enfin, les concerts sont possibles. Et Jeju, la grande star de la chanson pop en mandarin de Taïwan, mais qui est célèbre dans le monde chinois, a eu l'autorisation de faire les premiers concerts qui aura lieu du 5 au 8 décembre. Donc c'est très prochainement, il y a 4 jours. Et le prix le plus cher, c'est 6 800 $ taïwanais, donc environ 200 €. Voilà. Ouais. Et du coup, les billets ont été mis en vente le 23 octobre de cette semaine, donc il y a quelques jours. Et j'ai entendu dire qu'ils étaient tous vendus en 5 minutes ou quelque chose comme ça. En 5 minutes et au même moment, il y a plus de, devinez combien de personnes qui voulaient acheter ces billets. Il y avait combien de places d'abord? Il y avait en tout 150 000 places pour les 4 jours de concert. Pour chaque jour? Non, pour les 4 jours. Pour les 4 jours. Oui. Il me semble avoir 500 000 personnes. Non, je crois que c'était plutôt près de... Attends. J'avais vu le chiffre, ça commence par 89, mais je ne sais plus combien de zéros il y a. 890 000 personnes qui étaient en même temps en ligne pour acheter les 150 000 billets. Est-ce que le site a flanché? Parce que ça, en France... ça aurait forcément planté. Est-ce que là, ils ont réussi à faire qu'il n'y ait pas d'erreur? C'est ça, en fait. Le vendeur a expliqué qu'ils ont... Ça, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Ils ont mis en place 10 000 serveurs virtuels et élargi aussi la bande passante pour que les billets puissent être vendus convenablement, répondre à la demande. Mais en tout cas, il n'y avait pas suffisamment de billets pour tout le monde. Et donc, il y a quasiment très peu de chances pour avoir un billet. Voilà, ce qui s'est passé, ce qui a attiré l'attention des gens, c'est que donc il y a eu une demande très forte de billets. Et une fois que tous les billets ont été épuisés, parce que dans 3 heures de l'après-midi, ce même jour, il y a eu une deuxième mise en vente. Deuxième mise en vente après avoir enlevé les doublons, en fait, les achats en doublons. Du coup, il y a eu des billets qui ont été vendus illégalement par la suite par ce qu'on appelle le buffle jaune à Taïwan. Les huangnyo, c'est ça. Les huangnyo, c'est les revendeurs illégaux des billets, c'est-à-dire ils achètent des billets pour les revendre à un prix très cher. Ils achètent genre 50 places et puis ils les revendent, c'est ça? Voilà, et là, dans un premier temps, le prix de 69 000 $ taïwanais par place, donc 10 fois plus que les 200 €, ont été mis en vente. Et le pire,
c'est que le prix le plus élevé qu'on a entendu en ligne, c'est 300 000 $ taïwanais par place. Donc 8 600 € par place. Voilà, on ne sait pas si c'était conclu ainsi. Enfin, c'est un chiffre qui me paraît un peu pharaonique. Je pense que c'est peut-être ce qu'on dit en ligne, mais en tout cas, c'est dans les médias. Mais ce qui s'est passé, c'est que enfin, un jour plus tard, la police annonce avoir démantelé le réseau, enfin le groupe le plus grand, le mieux organisé de vente illégale de billets de ce genre d'événements en fait. À Taïwan. Oui, parce que c'est un réseau où l'existence des revendeurs en ligne de billets donc plus chers quand il n'y en a plus, que ce soit des billets de train, des billets de n'importe quoi. De cinéma aussi. C'est très fréquent et il y a des lois en place pour ça, mais qui sont encore assez peu appliquées, où il y a assez peu de répression. Ouais. J'ai vu que le gouvernement de la ville de Taipei avait dit oui, dans l'année, on a déjà résolu 30 cas de Huangnyo. Mais 30, c'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est énorme en termes de chiffres, en fait. Mais le groupe le plus grand, soi-disant, démantelé par la police, c'est géré par un couple, c'est tout, 2 personnes, qui ont commencé quelques semaines en avance. Ils ont créé un groupe Line, donc la communication en instantané, très utilisée à Taïwan, qui a compté plus de 50 000 personnes dedans, qui voulaient acheter tous des billets. Alors le couple disait qu'ils auraient forcément de billets. Et au final, en un jour, ils ont vendu 189 billets avec l'argent prépayé en fait, pour l'achat du billet de plus de 57 000 €. Donc, c'est énorme, en fait, comme chiffre, comme un trafic. En tout cas, la police est heureuse d'avoir trouvé ce couple. Oui, c'est sûr, c'est comme un petit braquage. Là, quoi. C'est bonne pioche. Ouais. C'est une bonne pioche. Mais je pense que... Sans grand danger. Ouais, en tout cas, c'est comme tu disais, c'est interdit par la loi. Même les personnes qui dénoncent, en fait, je pense que ça, c'est très intéressant pour nous tous. Si nous retrouvons quelqu'un qui nous vend illégalement le billet et qu'on dénonce, on est censé de récupérer de 20 à 30% de l'argent qu'il aurait gagné, en plus le profit, qui répond aux sanctions infligées à l'encontre de vendeurs illégaux. Et les amendes peuvent être de 10 à 50 fois plus que la vente. Donc ça devient tout de suite très intéressant. Ça peut être... c'est un autre business. Ça peut être intéressant, en fait. Je pense qu'on peut rejoindre un groupe Line comme ça, dans le but de trouver des... Je me demande si c'est pas pour ça que la police a pu retrouver le couple très rapidement, qui s'est trouvé un hôtel de luxe à Taoyuan, dans une chambre tranquille, en fait. Ah ouais. Le temps de vendre leur... En tout cas, pour le concert de Jeju, c'est le premier concert en 7 ans qu'il organise à Taïwan. Ah bon? Et du coup, il y a forcément... Pourtant, c'est une star à Taïwan. Comment ça se fait qu'il donne pas de concert? Il était dans les tournées internationales. Du coup, il n'était pas à Taïwan. Donc, ça fait ça. qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le voir. Et les hôtels dans l'est de Taïwan, donc dans l'est de Taipei, parce que le Grand Dôme se situe dans le quartier est de Taipei, sont remplis à 80%. Et les commerçants aux alentours estiment que leurs chiffres d'affaires vont augmenter au moins de 50% pendant cette période jusqu'à la fin du mois de décembre. Parce qu'après Jeju, il y a la grande star Ame, de chanteuse autochtone, qui va passer également 4 jours au Grand Dôme, avant que Taipei se lance à organiser les fêtes de fin d'année, les concerts de fin d'année. Du coup, c'est les commerçants dans l'est de Taipei qui sont heureux, en fait. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi. On en parle à Taïwan de cette semaine, présenté par Floriane Daé, Lisa Dufaux et Meg Wang. Bye bye. Bye bye.